Une rivière, ça n'est pas que de l'eau, c'est tout un monde. Des poissons, bien sûr, des oiseaux, des insectes, toute une flore. Ainsi, la Drôme est beaucoup plus qu'une masse liquide, c'est un univers de vie. Et s'il est un homme qui la connaît bien, c'est Jean-Michel Faton, qui fut des décennies durant le conservateur de la réserve des Ramières, située à proximité de la grande plaine d'Alex-Céder. Avec d'autres, il a contribué à empêcher qu'elle ne soit surexploitée. Il en a sauvé des espèces de poissons et surtout, il en a étudié les libellules qui n'ont plus de secret pour lui. Depuis son poste d'observation, il a vu la rivière lui envoyer les signaux d'un monde qui change, qui se réchauffe, qui souffre de la pollution. La Drôme est en effet au milieu de sa région, un grand témoin des évolutions de notre temps. Ma passion, c'est la nature, on est bien d'accord. Et depuis toujours d'ailleurs, pas bien avant que je travaille dans ce domaine-là. Et donc à l'époque, évidemment, il y a plus de 50 ans, personne ne s'intéressait trop au sujet. Et donc il a fallu tout construire en fait, notamment dans le département de la Drôme. Donc bien sûr naturaliste parce que quand on s'intéresse à la nature, on veut en savoir plus. Donc connaître la faune, la flore, les habitats naturels, les sites naturels. Mais c'est un engagement qui va sûrement bien au-delà parce que dès mon plus jeune âge, j'ai considéré qu'il fallait absolument faire quelque chose pour sauver la planète. Voilà, parce que j'avais conscience dès mon plus jeune âge que si ça continuait comme ça, eh bien, on allait dans un mur qui pouvait conduire à l'extinction de l'espèce humaine, tout simplement. L'influence des films de Cousteau, sur la fin de sa vie, il a été très engagé. Et puis, moi-même, j'ai suivi les campagnes électorales de René Dumont, par exemple, voilà, qui a été une personne très importante pour moi à cette époque-là. Robert Poujade, qui a été le premier ministre chargé de l'environnement, il a permis de faire voter une loi sur la protection de la nature en 1976, qui a été quand même le fondement juridique de toutes les actions qui ont été menées par la suite. Cette loi sur la protection de la nature, elle permet d'une part de protéger les espèces et d'autre part de protéger les habitats et les sites naturels en créant notamment des réserves naturelles. Elle dit la protection de la nature, c'est d'intérêt général. Voilà, et bien entendu, on comprend mieux maintenant ce que ça veut dire, parce que lorsqu'il s'agit de sauver la biodiversité, eh bien évidemment, c'est d'abord sauver l'humanité et l'environnement dans lequel on vit. Voilà. Et bien entendu, lorsque je me suis engagé dans cette école à Neuvic-Dussel, donc en Corrèze, donc qui formait les gens à la protection de la nature, donc qui avait été créé par le ministère de Robert Poujade, eh bien, c'était vraiment un acte militant, parce que à l'époque, bien sûr, on me disait bah non, mais là, il n'y aura jamais de travail dans ce domaine, c'est pas sérieux. Après cette école de Neuvic-Dussel, eh bien, j'ai trouvé quand même du travail dans ce domaine. Voilà, donc c'était chouette. Alors il y avait quelques réserves naturelles, bien entendu, qui avaient été créées dès les années 1960, puisque la première réserve naturelle en France, c'est le lac Luitel, dans l'Isère, qui date de 1961, je crois. Et donc la réserve naturelle n'existait pas. Donc un de mes premiers travaux concrets, à la suite de mes études, avec le docteur Roger Mathieu, nous avons travaillé un dossier pour créer une réserve naturelle dans les Ramières. Alors c'était son idée, Roger Mathieu, et moi j'avais un petit peu l'expertise, très jeune expertise, mais je savais un petit peu comment se monter ces dossiers de réserve naturelle. Donc nous avons instruit ce dossier et il a fallu une dizaine d'années pour faire aboutir la création de la réserve naturelle, puisque c'était en 1987 que le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, a pris un décret en Conseil d'État
pour protéger le site des ramières. D'abord de stopper une gabegie monstrueuse qui se préparait, c'est-à-dire qu'il y avait un projet dans les ramières de transformer le site en immense gravière industrielle, donc sur des centaines d'hectares. Et le projet, c'était d'endiguer la rivière et de créer des bassins où on prenait du gravier éternellement. Donc il y a eu bien sûr ce projet de la réserve naturelle, mais qui a été bien servi par une mobilisation citoyenne à l'époque, et donc et notamment à l'époque il y avait le conseiller général de Cré, Jean-Pierre Tabardel, qui s'est beaucoup investi pour lutter contre ces gravières, et donc les élus l'ont un peu suivi, ce qui fait que le dossier de réserve naturelle qu'on avait préparé avec Roger Mathieu a été plutôt bien accepté dans la mesure où c'était la solution pour protéger durablement le site des ramières qui était menacé notamment par ces exploitations industrielles de gravier. Roger Mathieu avait identifié un intérêt ornithologique parce que c'était un site de reproduction notamment de certaines espèces de hérons rares et menacés, dont le héron biorrheux. Donc il avait découvert au début des années 1970 la reproduction de ces oiseaux sur les ramières à heurts, et donc il fallait essayer de les protéger de son point de vue. Alors on a découvert par la suite que le site des ramières avait bien d'autres intérêts que celui ornithologique, puisque on a découvert notamment que la rivière Drôme, c'était sûrement la plus belle rivière sauvage de France, et peut-être même d'Europe, une des plus belles, parce que la plupart des cours d'eau en Europe et en France sont munis maintenant de barrages hydroélectriques, et ce qui fait qu'elles ont perdu leur caractère sauvage. Donc la rivière Drôme, on a identifié ça assez rapidement, que c'était la dernière rivière sauvage de France, et c'est nous qui l'avons identifié. C'est-à-dire qu'il faut que le fonctionnement de la rivière soit sauvage, donc sur le plan hydraulique notamment. Donc il ne faut pas qu'il y ait de barrage, tout simplement. Il faut qu'il y ait très peu de digues, donc la zone des ramières est une zone qui est peu endiguée, où la Drôme peut divaguer librement. Et donc c'est plutôt le caractère fonctionnel qui caractérise la rivière sauvage. Ensuite, il ne faut pas qu'elle soit polluée. Et donc il y a eu un énorme travail qui a été mené par les collectivités après la création de la réserve naturelle pour de nouveau retrouver une qualité de l'eau qui soit acceptable, notamment pour la baignade. En fait, la dynamique qu'on appelle la dynamique fluviale permet la création perpétuelle de nouveaux habitats naturels qui sont liés à la rivière. Et donc il y a des forêts alluviales, il y a des bancs de galets, il y a ce qu'on appelle les frédières, ce sont des bras secondaires de la Drôme qui sont alimentés par la nappe phréatique. Et donc tous ces habitats naturels sont en quelque sorte entretenus naturellement et spontanément par la rivière.
s'est développé à la fin des années 1970 des réseaux d'irrigation qui permettaient de prélever plus d'eau que la rivière ne pouvait fournir. C'est-à-dire que le débit moyen à Cré est de l'ordre de 30 mètres cubes par seconde. Donc là, on va dire, là, on peut prélever de l'eau, mais en été, eh bien, il descend naturellement à un niveau de l'ordre de 1 ou 2 mètres cubes par seconde. Et donc, les réseaux d'irrigation qui se sont étendus donc, dans les années 70-80, eh bien, permettent de prélever 3 mètres cubes par seconde. C'est-à-dire qu'on peut prélever plus que la rivière ne produit ou ne transporte. Ce qui fait que depuis ces années-là, 1980, eh bien, la Drôme s'assèche régulièrement avant d'arriver au Rhône, 1 année sur 4. Et donc cet assèchement est un assèchement artificiel, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas imaginé que la Drôme n'était pas suffisante pour alimenter ce réseau d'irrigation très important, qui recouvre à peu près 3000 hectares. Donc, ça a été une erreur importante de l'administration, des agriculteurs, bien sûr, parce que les agriculteurs se sont endettés pour ces réseaux d'irrigation, puis finalement, ils se sont retrouvés un peu marrons parce qu'ils ne pouvaient plus irriguer à certains moments de l'année. Donc il a fallu renforcer ces réseaux d'irrigation pour limiter les prélèvements dans la rivière Drôme, et on s'achemine vers un prélèvement quasiment zéro dans la rivière Drôme dans les années à venir. Il ne faut pas s'imaginer que moi je suis quelqu'un qui va au conflit systématiquement. Simplement, j'ai par mon activité, depuis maintenant 40 ans, j'ai maintenu une certaine persévérance. Voilà. Donc, je m'aperçois que maintenant, sur ces questions d'irrigation, finalement, j'ai un point de vue qui est très proche de celui des agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eux-mêmes fait leur chemin et ils se sont aperçus qu'il fallait absolument voir les choses autrement, et notamment parce que nous sommes au pied du mur par rapport au changement climatique, qui est réel, tout le monde peut le constater, et les agriculteurs ont un point de vue qui est finalement assez proche du mien. Alors, c'est vrai que, on va dire, il y a peut-être 30 ans, c'était un peu différent, mais j'ai peut-être été modestement un précurseur, j'ai vu les choses venir avant pas mal de gens, mais enfin, maintenant, je m'aperçois que face au changement de l'eau et au changement climatique, eh bien, tout le monde est préoccupé par ces questions de l'eau. Et en quelque sorte, la réserve naturelle a permis au monde agricole d'anticiper, parce que, vous voyez, comme on a mis une pression très forte en disant on ne peut pas continuer à prélever trop d'eau parce qu'il n'y aura plus d'eau dans la réserve naturelle, eh bien, ça a permis à tout le monde, finalement, d'anticiper ces questions-là, et peut-être que le territoire du Val-de-Drôme, qui était, on va dire, mal parti il y a 30 ans, eh bien là, il est mieux armé pour faire face au changement climatique, du fait qu'il y a eu finalement une politique très active dans ce domaine de la gestion de l'eau. Donc il y a des bonnes nouvelles. Ah mais absolument, moi je ne suis pas quelqu'un de pessimiste. Alors, il y a beaucoup de gens que je rencontre, ils me disent c'est la catastrophe, on court à la fin du monde, à la fin de l'espèce humaine. Voilà. Alors, les problèmes, bien sûr, sont très importants, ils sont devant nous. Moi, ça fait 40 ans que je suis à fond dans ce domaine, et je vois que depuis 40 ans, on a bien progressé. C'est-à-dire que la différence qu'on a entre maintenant et 40 ans en arrière, c'est qu'il y a 40 ans, personne ne s'intéressait au sujet, on avait très peu de personnes compétentes pour régler les problèmes.
on n'avait aucune connaissance scientifique de l'écologie locale, etc. Maintenant, on a l'expertise, on sait faire un diagnostic, on a identifié les causes qu'on doit faire disparaître, et maintenant, on peut engager des actions concrètement. Donc, moi, je dis aux gens, c'est le moment d'agir concrètement. On sait faire, on a les compétences, on a les gens qui sont formés pour, donc allons-y. Finalement, l'avenir nous appartient, c'est pas du tout... c'est catastrophique, on est d'accord, mais on sait faire pour trouver des solutions. Si la réserve naturelle n'existait pas, eh bien, on sait comment ça se serait déroulé, puisqu'on a des exemples au bord de la Durance, au sud du Luberon, où on a des sites qui ressemblent aux ramières, où la Durance a été complètement endiguée, toutes les berges et les ripisciles vont être transformés en trous d'eau, de gravière, et puis des gens se sont installés pour créer un bidonville avec des centaines de personnes qui habitent au bord de la Durance. Donc, une décharge sauvage énorme, un bidonville, et puis n'importe quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est n'importe quoi. Et puis, les élus ne contrôlent plus rien de ce qui se passe au bord de la Durance. Au bord de la Drôme, c'est tout à fait le contraire de ce qui s'est passé, puisqu'on protège le site, on a limité l'expansion des gravières, il n'y a pas de bidonville, en tout cas sur les communes de la réserve naturelle. Il y a quand même un petit bidonville qui existe à Loriol, au bord de la Drôme, hein, avec une décharge sauvage. Voilà. Donc, en fait, ce que je raconte là, c'est on a évité ça en grande partie parce que la réserve naturelle a en quelque sorte occupé le terrain, donné une vocation au lieu, et donc il y avait une équipe. Il y a toujours une équipe très compétente pour s'occuper du site, donc ça évite tous les dérapages. C'est assez amusant parce que la réserve naturelle a attiré des scientifiques d'un très haut niveau, notamment le professeur Jean-Paul Bravard, membre de l'Institut. Et ce professeur Jean-Paul Bravard, c'est lui, on va dire, le mentor de tout ce qui s'est fait en matière de bonne gestion des eaux sur la rivière Drôme. Donc il y a eu donc, ce fameux SAGE, ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est maintenant, on va dire, très bien géré par le syndicat mixte La Rivière Drôme. À l'époque, lorsqu'il a été officialisé en 1999, c'était le premier SAGE, le premier schéma d'aménagement et de gestion des eaux en France, après la loi sur l'eau. Et bien sûr, maintenant, il y a plein de sages partout en France, mais on a été en quelque sorte les précurseurs. Et c'est pour cette raison que nous avons reçu un prix international. Quand je dis nous, c'est tout le monde, tous les habitants de la vallée de la Drôme, en Australie, donc en 2005, qui s'appelle le River Prize. C'est une sorte de plan de gestion, tout simplement. Alors, on fait un plan de gestion pour les réserves naturelles, on fait un plan de gestion maintenant pour les rivières. Donc, ça veut dire qu'on a identifié, on a fait un diagnostic, hein, je rappelle la méthode, hein, on fait un diagnostic, on voit les problèmes qui ne vont pas, donc, et puis, à partir de ce moment-là, eh bien, on essaye de trouver des solutions. Mais si on n'a pas fait le diagnostic correct, donc avec des scientifiques notamment, et puis si on n'a pas bien identifié les problèmes qu'il faut résoudre, eh bien on ne peut pas agir.
Avant de m'intéresser aux libellules, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les zones humides. Bon, c'est pas les zones humides. Alors, c'est pas un terme très, très beau. En fait, c'est les rivières, les marais, les prairies humides. Tous ces habitats naturels sont menacés et abritent une faune et une flore intéressantes. Et puis, bien entendu, dans les zones humides, je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de libellules. Il est sorti donc en 1985 un magnifique guide qui permet d'identifier les libellules. Parce que jusqu'à présent, c'était difficile de donner un nom aux espèces. Et dès la sortie de ce livre, chez Delachaux-Nestlé, eh bien, j'ai commencé à identifier les libellules. Donc j'ai été un précurseur, en tout cas dans le département de la Drôme, puisqu'à l'époque, il n'y avait personne qui avait étudié les libellules. Au fil des ans, je suis devenu un peu le spécialiste dans le département, et puis depuis quelques années, j'ai pris la présidence d'une association qui s'appelle le Groupe Saint-Pétrum, qui est une association d'études et de protection des libellules et de leurs habitats, bien entendu, puisque ce qui nous intéresse, c'est à la fois l'étude de ces insectes magnifiques, mais aussi la protection des milieux dans lesquels ils vivent. On a la chance dans le département de la Drôme d'avoir une grande diversité d'espèces de libellules, et notamment on a 2 espèces très rares et menacées sur lesquelles je travaille pour les protéger. Donc c'est l'agrillon bleuissant et le Saint-Pétrum déprimé. Dès les années 1980, j'ai considéré que les libellules, c'était des bons indicateurs biologiques des changements environnementaux. Donc par rapport à la pollution notamment, on a découvert que les libellules, finalement, c'était les animaux qui réagissaient le plus au changement climatique. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Alors moi, j'ai mis en place les premiers comptages de libellules en France, voilà, tout simplement, dans la réserve naturelle des Ramières. Donc dès les années 1993, je me suis mis à compter les libellules sur des parcours, sur des transects, avec une méthodologie scientifique rigoureuse. Et donc j'ai fait ce comptage donc pendant, on va dire, 2 décennies. Et cela m'a permis de démontrer effectivement que les effectifs de libellules changeaient beaucoup au fil du temps du fait des changements climatiques. Et ce qu'on a montré notamment, il y a des espèces de libellules qu'on appelle les Calopteryx. Les Calopteryx, ce sont des libellules qui ont des ailes colorées, magnifiques libellules. Il y a une espèce qui vient du Midi, qui a une répartition, on va dire, provençale, et puis une espèce qui vient du Nord, qui va jusqu'en Scandinavie. Et l'espèce du Nord a été en quelque sorte remplacée par l'espèce du Midi en 20 ans. C'est très spectaculaire parce que l'espèce du Midi provençal, donc ce Calopteryx provençal, il était rarissime dans les ramières au début de mes comptages, donc en 1993. Et maintenant, il domine les autres espèces de Calopteryx. Donc il a remplacé l'espèce du Nord. Donc ce Calopteryx, on l'a vu aussi, il progresse d'environ 10 km par an vers le nord. Et maintenant, cette espèce, ce Calopteryx provençal, qui avait sa limite à Valence, sa limite nord à Valence, maintenant on le retrouve en Bourgogne. Voilà. Alors c'est un magnifique canard très rare qui s'est installé au bord de la rivière Drôme en 2016. Alors là, je ne pense pas qu'il y ait de lien avec le climat. Et les oiseaux réagissent à d'autres facteurs, et notamment à la pression humaine, à la destruction directe. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, c'est mon
Mon ami Jean-Pierre Choisy, qui est un bon naturaliste du Diois, qui a inventé cette expression, il dit on a fait une découverte scientifique majeure au cours du XXe siècle. On a découvert que lorsqu'on arrête de les tuer, ils vivent. Voilà, donc évidemment c'est une boutade, mais ça illustre bien à quoi sont soumis les oiseaux. Lorsqu'on s'est arrêté de tuer par exemple les castors, eh bien ils sont revenus dans la vallée de la Drôme. Donc ça c'était, les castors sont revenus dans la vallée de la Drôme dans les années 1940. Lorsqu'on a arrêté de tuer les aigles royaux dans le département de la Drôme, eh bien ils sont passés de 10 couples dans les années 70 à une trentaine de couples maintenant. Et ça a permis à des oiseaux protégés, donc comme le harle-bièvre, de développer sa population. Le harle-bièvre, autrefois, il se reproduisait uniquement au bord du lac Léman, et maintenant, il a étendu son aire de répartition à presque l'ensemble de la région Rhône-Alpes, et il commence à coloniser la Provence. Mais là, c'est parce qu'on les laisse tranquilles. Alors les harle-bièvres, ce qui est assez amusant, c'est qu'ils sont en ville. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui est piscivore, mais le meilleur endroit pour le voir, c'est dans la traversée de Cré et d'Oust. Voilà. Donc c'est assez marrant de voir que cet oiseau rarissime s'est installé près de l'homme parce qu'il se sent en sécurité. Les gens les laissent tranquilles dans nos villages et dans les traversées, dans les villages traversés par la rivière Drôme. On a sauvé un poisson qui s'appelle l'apron du Rhône. L'apron, c'est sûrement l'espèce qui était la plus menacée de France. Il a fallu faire un état des populations d'apron du Rhône. Ensuite, on a trouvé les causes de sa disparition. Les causes, c'était tous les barrages qu'on avait construits sur les cours d'eau. Alors vous allez me dire, la Drôme, il n'y a pas de barrage. C'est pas tout à fait vrai. Il y avait ce qu'on appelle des seuils. Les seuils, ce sont des petites marches en enrochement ou en béton qu'on construit notamment sous les ponts. Et ces seuils empêchaient le déplacement des aprons. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons construit 5 passes à poissons avec les collectivités, bien sûr, pour permettre aux aprons et aux autres poissons de se déplacer dans la rivière Drôme. Et donc on a ainsi sauvé l'habitat, restauré l'habitat de l'apron du Rhône. L'apron, entre-temps, malheureusement, il avait disparu et il a été réintroduit. Donc c'est toute une opération qui a été montée. Moi, ça m'a occupé pendant une vingtaine d'années, cette opération pour sauver l'apron du Rhône, mais ça valait le coup. On a sauvé l'espèce animale la plus menacée de France. Voilà. Les chasseurs, il leur manque la méthode. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bases scientifiques qui sont solides pour voir les problèmes que connaît la faune de notre pays, de notre région. Donc ils ne se basent pas sur des données scientifiques, ils n'ont pas identifié les problèmes de la dégradation de la faune et ils continuent à vouloir faire comme avant. Et ça, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus chasser comme avant, et notamment les oiseaux qui sont en déclin, qui sont en voie de disparition. Parce que ils n'ont pas compris que lorsque les espèces sont en déclin et en voie de disparition, eh bien, il faut arrêter de les tuer pour qu'ils vivent. Voilà, c'est assez simple. Hein. Donc actuellement, il y a un gros problème dans la réserve naturelle des Ramières, puisque on continue à chasser les oiseaux migrateurs, les oiseaux en déclin. Et donc il faut que la réserve naturelle joue pleinement son rôle, c'est-à-dire elle a été créée pour protéger les oiseaux. Donc il faut arrêter de chasser les oiseaux dans la réserve des Ramières.
Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas que je veux m'opposer à la chasse d'une manière systématique. Simplement, il y a un problème, on le résout. Et puis, c'est pas pour cette raison qu'on se fâche avec les chasseurs ou se fâche avec les élus qui soutiennent les chasseurs. La bonne gestion, ça demande de la réflexion, ça demande de la discussion, et ce n'est pas par l'affrontement qu'on trouve les solutions.